Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour ce nouveau Nouvel Esprit Public, pour cette émission thématique sur Albert Camus et l'Algérie, qui nous donne l'occasion de recevoir Agnès Spickel. Agnès Spickel, bonjour. Bonjour et merci de votre invitation. Mais merci de l'avoir accepté. Nous, c'est Akram Belkaïd, journaliste au Monde diplomatique, Marc-Olivier Padis, directeur des études de la Fondation Terra Nova, et Lucille Schmid de la revue Esprit. Né à Mondovì, dans l'est de l'Algérie, le 7 novembre 1913, Albert Camus grandit à Bellecour, quartier populaire de la banlieue d'Alger. Il est élève au lycée Bugeaud. En 1936, il obtient un diplôme d'études supérieures à l'université d'Alger et l'année suivante, il refuse un poste de professeur au collège de Sidi Bel Abbès et se tourne vers le journalisme, collaborant au journal Alger Républicain à partir de 1938. Adhérent au Parti communiste de 1935 à 1937, Camus est à l'origine du manifeste des intellectuels de l'Algérie en faveur du projet Violette pour une démocratisation de l'Algérie, une assimilation de la population et l'accès à la citoyenneté française pour un certain nombre de musulmans d'Algérie. Sensible à la question sociale, il réalise en 1939 un reportage de 11 articles intitulé « Misère de la Kabylie », dans lequel il décrit la grande pauvreté de cette région. Albert Camus dénonce la répression que subissent les nationalistes algériens et l'étouffement des revendications du Parti du peuple algérien. En mai 1945, à la suite des émeutes dans le Constantinois, il publie dans Combat plusieurs articles dans lesquels il prend la défense de nationalistes algériens comme Ferhat Abbas et Messali Hadj. Camus quitte l'Algérie en 1940, il revient vivre à Oran quelques mois, reste en France à partir de la guerre, et avant la Seconde Guerre mondiale, ses amis rapportent qu'il indiquait être de nationalité algérienne lorsqu'il remplissait des fiches d'hôtel à l'étranger. Dans son petit guide pour des villes sans passé, publié en 1947, il écrit « J'ai avec l'Algérie une longue liaison qui sans doute n'en finira jamais et qui m'empêche d'être tout à fait clairvoyant à son égard ». Son absence de prise de parti en faveur de l'indépendance au moment de la guerre d'Algérie lui est reprochée. En janvier 1956, il propose une trêve civile afin de pacifier provisoirement la situation. Il préconise une solution fédérale dans laquelle l'Algérie serait constituée par des peuples fédérés reliés à la France. Il dénonce aussi les violences perpétrées pendant la guerre, aussi bien les pratiques de la torture que les représailles de l'armée française, mais aussi les actions terroristes du FLN. En juin 1958, il publie ses Chroniques algériennes, rassemblant ses articles sur l'Algérie et une mise au point sur sa position. Il y décrit la politique de la France comme le résultat d'un aveuglement politique ayant conduit à une suite d'échecs. Il meurt 2 ans plus tard, en 1960, avant la fin de la guerre et avant l'exode des Pieds Noirs. Agnès Spickel, vous enseignez la littérature, vous avez collaboré à l'édition des œuvres de Camus dans la Pléiade, vous êtes un membre très actif de la Société d'études camusiennes qui compte des membres dans des associés dans 24 pays à travers les 5 continents. Vous en avez été la présidente jusqu'en 2020. Dans un entretien au Monde, il y a quelques années, vous déclariez, je cite, « Le premier homme ». Dans ce roman pourtant inachevé, complètement nourri de la vie et de l'expérience de Camus lui-même, vous percevrez l'intensité de ses souvenirs d'enfance, son amour pour l'Algérie, son déchirement devant la guerre, sa méditation sur la dignité des pauvres, son questionnement sur le dur chemin à inventer pour devenir un homme, tout cela dans une écriture somptueuse, tantôt nette et sèche, tantôt frémissante et lyrique, toujours gorgée de vie et de sensations. Agnès Spickel, est-ce que vous diriez que l'Algérie est la matrice de l'ensemble de l'œuvre de Camus ? Pas tout à fait. Elle est essentielle parce qu'elle lui est vitale, viscérale, mais je pense aussi que Camus est devenu Camus à travers différents engagements. Par exemple, la résistance et tout le dur apprentissage de la vie intellectuelle et politique en France. Mais l'Algérie, lui, est viscéralement... il appartient viscéralement à l'Algérie. Donc, peut-être on peut dire matrice, mais tout ne vient pas de l'Algérie, même si tout baigne dans l'Algérie. Akram Belkaïd. Dans le prolongement de cette question, est-ce que, à un moment dans sa démarche littéraire ou philosophique, est-ce qu'il tend lui-même à s'éloigner de l'Algérie ? Est-ce qu'il essaye dans son parcours, est-ce qu'il y a un moment charnière où il décide d'écrire autre chose ? Je ne dirais pas un moment charnière.
Il est évident, par exemple, si l'on regarde les nouvelles de l'exil et le royaume, qu'il y a d'autres inspirations. Le Brésil, Paris, l'Afrique subsaharienne. Mais je pense qu'il n'y a pas de... puis il est bien obligé de se lancer dans tous les débats parisiens et germano-pratins, même si c'est à son corps défendant. Mais je dirais que le moment charnière, c'est le retour à l'Algérie avec ce qu'il appelle son premier vrai roman, c'est-à-dire Le Premier Homme. Donc j'inverserai ce que vous dites. Le discours et les débats germano-pratins, on a beaucoup dit que Camus, finalement, n'avait jamais été accepté par l'intelligentsia hexagonale. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il faut nuancer ça? Comment a-t-il vécu notamment son algérianité vue par ses pairs d'outre-Méditerranée? Alors, est-ce que je peux ajouter une question pour compléter celle de l'Akram? Comment est-ce que les milieux intellectuels prennent en compte l'algérianité de Camus? Est-ce qu'il est considéré comme un Français pas d'origine algérienne, mais venant d'Algérie, ou est-ce que c'est gommé dans les milieux intellectuels qu'il considère simplement comme un écrivain? Alors, je vais essayer de répondre aux deux. Il y a quand même un compagnonnage quand Camus est connu comme le rédacteur en chef de Combat. Il est connu d'abord comme cela, en 1944. Et donc là, il y a une sorte de compagnonnage. Olivier Todd me disait, avec Sartre, ils ont été copains de beuverie, copains de danse, etc. Mais jamais ils ne discutaient de choses importantes. Cela dit, il y a eu un compagnonnage. On a des photos, on a des signatures. C'est quand même Camus qui envoie Sartre faire un reportage à New York. Bon, je veux dire, voilà, et ils étaient dans les mêmes eaux. Maintenant, ça n'a jamais été une amitié, et très vite, pour des raisons très politiques, on a dit tout et son contraire, mais pour des raisons très politiques, la divergence, elle devient irrémédiable, à la fois par rapport au Parti communiste et ensuite par rapport à l'Algérie. Mais alors, il y a cette phrase des Carnets que vous connaissez, ce qu'il n'aimait pas en lui, c'était l'Algérien, avec un grand A. Alors, quand on dit Algérien à cette époque-là, c'est autant les Français d'Algérie que ceux qu'on appelle, et je vais utiliser le terme de l'époque si vous le voulez bien, musulmans. Mais lui, il est donc Français d'Algérie, il est donc algérien. Alors, est-ce que cela compte? Oui, manifestement, il y a un côté, comme nous on dirait bad boy, et un côté, il n'a pas fait des grandes écoles, qui compte dans sa difficulté à être accepté. Maintenant, en face, ça n'a pas été si simple que ça, mais il y a quand même eu ce compagnonnage, parce qu'ils étaient pendant 3 ou 4 ans sur les mêmes territoires. Lucille Schmitt. Oui, je suis assez émue du fait que vous ayez parlé du Premier Homme, comme vous dites, le premier roman de Camus, paru de manière posthume, donc en 1994, alors qu'il avait commencé à l'écrire en 1954. Et ce qui est frappant dans cette écriture, c'est, comme vous le disiez, à la fois le lyrisme et parfois la sécheresse, ou en tout cas la précision, pour dire des choses qui sont extrêmement difficiles. Et moi, je trouve que dans ce roman, il y a quelque chose qui touche à l'universalité de ce que peut être une enfance pauvre. En Algérie, alors même qu'on est un enfant, un petit garçon doué, mais qu'on est confronté à l'étrangeté d'être un enfant plutôt donc doué, avide de savoir, de curiosité vis-à-vis de la nature, et par ailleurs parlant dans un langage qu'au fond on ne peut pas partager avec ses proches. Il y a aussi dans ce livre la figure de sa mère qui est incroyable, c'est-à-dire qu'on ressent en fait de manière très intense la façon dont Camus a pu ensuite parler de sa mère lorsqu'il en a parlé au moment où il a reçu le prix Nobel de littérature. Donc est-ce que vous pourriez nous parler au fond de ce roman posthume, qui est aussi une forme d'autobiographie, même pas tellement déguisée, d'une certaine façon. Et moi, ce qui m'a frappé dans ce roman, c'est la manière très solaire dont il parle, par exemple, de ses baignades, de la chasse, d'aller jouer au foot avec les copains. Enfin, il y a quelque chose qui est absolument inoubliable. Et par ailleurs, il y a justement l'entrée dans un monde qui est un monde beaucoup plus austère, qui est celui, au fond, de l'éducation et du sentiment qu'on va être obligé de quitter l'Algérie.
Alors, oui, je vais tout à fait dans votre sens. D'abord, j'insiste bien, c'est un roman d'inspiration autobiographique, mais c'est un roman. Et le détour par le roman est capital pour Camus. Jamais dans ses carnets, il ne parle de l'autobiographie. Camus n'est quelqu'un qui ne pouvait pas dire « je ». Il ne voulait pas. Mais il y a aussi le fait de la construction que le choix du roman lui permet. C'est-à-dire, commencer par Recherche du père, ce n'est pas une autobiographie linéaire. Hein. Il y a vraiment une construction, c'est-à-dire une quête. C'est comme ça que le roman est construit. Ce qui n'empêche cette expérience qu'il a eue étant enfant d'être là. Quand je travaillais sur la notice de la Pléiade, Catherine Camus m'avait fait l'amitié de me montrer une grande partie des lettres qu'elle avait reçues quand elle avait publié en 94. Et c'était incroyable. Dans les centaines de lettres, il y avait toujours ça. J'ai l'impression que ce roman a été fait pour moi. Et ce n'étaient pas forcément des gens qui avaient vécu en Algérie, mais c'était des gens qui avaient été ce qu'on appelle maintenant des transfuges de classe. Il aurait détesté. Des gens qui avaient eu une enfance heureuse au bord de la mer, des gens qui avaient aimé leur mère. Bon, je veux dire que oui, il y a quelque chose d'universel et en même temps de très enraciné dans l'Algérie et dans son expérience. Je voudrais revenir sur ce que dit sur la mer. C'est très intéressant parce que là aussi, il y a un travail. Quand on compare ce que Camus dit de sa mère, et je prends en compte aussi les brouillons, puisqu'ils ont été édités et je les ai longuement travaillés, et qu'on compare avec ses tout premiers écrits par rapport à la mer, il y a un travail énorme sur la figure de la mère. Et ce n'est pas du tout diminuer les choses que de dire, diminuer le mérite, que de dire que c'est une figure qu'il travaille. L'indifférence de cette mère étrange, ça c'est dans l'envers et l'endroit, et il y a des choses plus négatives, où l'enfant ne comprend rien, et il est complètement angoissé quand il regarde cette mère qui se tait et qui a l'air totalement indifférente, et la tendresse immense qu'il met dans le personnage, il y a une relecture, non pas une réinvention, mais une relecture de la richesse de ce personnage. Et je trouve que c'est un cadeau merveilleux qu'il fait à cette mère. Alors, il y a peut-être une chose avec laquelle je ne suis pas tout à fait d'accord quand vous parlez du milieu austère de l'éducation. C'est vrai. Mais en même temps, il y a chez lui un bonheur de lire, un bonheur d'apprendre, un bonheur d'accéder à cet univers-là, même si ça veut dire, et vous pensez certainement au moment où il doit se séparer de son instituteur, il sait qu'il quitte un monde très chaleureux, mais il y a aussi l'éblouissement. Donc je pense que, et quand on a vécu, d'autres l'ont dit, cette expérience, il y a les deux, l'impression d'avoir trahi, et la honte d'avoir honte, et puis en même temps l'impression qu'on entre dans un univers merveilleux. Marc-Olivier Padiz. Oui, c'est intéressant d'être passé assez vite au premier homme, parce que en fait, si vous avez rappelé que Camus finalement se lance dans la vie parisienne et commence à être connu comme rédacteur en chef de Combat, donc après la Libération. Et il apparaît avec un projet très structuré. C'est-à-dire qu'il a L'étranger, le mythe de Sisyphe, une pièce de théâtre. Il y a un projet. Et il se heurte, pour reprendre la discussion de tout à l'heure, à un monde parisien qui a été relativement unanime pendant la Résistance. Il y a eu des cloisons qui ont sauté entre les différents courants intellectuels et politiques de la France, pour ceux qui se sont retrouvés du moins dans la Résistance. Mais après, les chapelles se remettent en place. C'est-à-dire le Parti communiste, très pesant, etc. Et lui, il est hors chapelle, complètement. Et on a l'impression que son projet, très structuré, très volontaire, permet sa réception, mais finalement, il ne va pas trouver sa place dans un monde qui se ferme, en tout cas d'un point de vue politique, où les camps se remettent en place très très vite, finalement, après la Libération. Et le premier homme contraste avec ce jeune Camus qui a un projet très philosophique, avec des romans à thèse, avec le théâtre surtout qui est à thèse, qui est peut-être plus pesant, plus difficile à relire aujourd'hui. Comment est-ce que vous voyez ce premier temps d'entrée de Camus sur la scène littéraire, et puis ce qu'il devient après? Agnès Pickel. Alors, le projet était au-delà de ce premier cycle de l'absurde que vous avez décrit. Parce que d'emblée,
le cycle suivant de la révolte, il est présent. C'est-à-dire que c'est aussi structuré dans sa tête. Il y aura un essai philosophique, un roman et 1 ou 2 pièces de théâtre. Et ce projet-là, il le mène à bien dans les années 40, puisqu'il écrit La peste, L'homme révolté, et puis Les justes et l'état de siège, qui font donc le projet, il le continue, malgré ce que vous dites très justement, à savoir les chapelles. Mais dans le même temps, il mène, parce qu'il est dans le journalisme et il quitte Combat 46, il y revient un peu, mais il le quitte parce que c'est plus tenable pour lui et que Combat a changé de main. Hein, et donc, mais il est, j'allais dire, pris en étau dans cette reconstitution des chapelles, mais ça n'empêche absolument pas la poursuite de son projet. Sauf que l'idée même de révolte s'est complètement transformée pendant cette période de la résistance, et la révolte s'est chargée de toute sa réflexion sur le fait, dans les lettres à un ami allemand, 45, mais qu'il écrit de 43, 44, s'est chargé de la réflexion sur ce que d'autres que lui appelleront l'engagement. Et donc, les œuvres du cycle de la révolte s'en trouvent considérablement transformés, enrichis sur le plan collectif, mais il les mène à bien. La peste, c'est 47, et la peste, c'est un immense succès, et c'est le nœud du cycle de la révolte. Donc les deux coexistent, mais il y aura cette bagarre dans ce que vous appelez, à très juste titre, les chapelles, avec tout le débat autour du Parti communiste, dont il ne s'extraira que assez tard dans les années 50, avec la réflexion qui est menée à travers la chute, la réflexion sur les juges pénitents, où à la fois il se remet en cause lui et il remet en cause les intellectuels parisiens. Et là, il s'extrait de ces 10 années-là, mais dans lesquelles il a continué son œuvre, et là se situe cette rupture littéraire où il dit « J'écris Le Premier Homme, ça sera mon guerre épée, ça me prendra 10 ans. » Akram Belkaïd. Les lectures de Camus peuvent être très cycliques, mais si on se place d'un point de vue, je dirais, sans prétendre parler pour tous les Algériens, mais en tout cas c'est un point de vue qui est assez répandu, il est très difficile de le lire sans avoir en tête ses positions, pour le moins, je dirais, ambiguës, en tous les cas difficiles parfois à saisir sur ce qu'a été la guerre d'Algérie et l'avenir de l'Algérie. Lui-même semble hésiter. Est-ce qu'on peut se défaire justement de ce jugement qui peut être très sévère à son égard, puisque je rappelle que tout de même des Européens d'Algérie ont pris parti pour l'indépendance, clairement. Je ne parle même pas du milieu parisien cette fois, je parle de gens qui étaient là-bas et qui ont considéré qu'il était nécessaire et n'ont pas cherché à trouver des solutions intermédiaires comme la solution fédérale ou que sais-je encore. Donc comment a-t-il évolué justement par rapport à cette question ? Était-il finalement, parce que c'est une phrase qui a fait beaucoup polémique, on a dit que vers la fin il était tout simplement Algérie française. Là, je crois que c'est ne pas l'avoir lu, et ne pas avoir lu en particulier l'avant-propos de Chronique algérienne qu'il écrit en mars 58, après avoir passé 3 semaines en Algérie. Et je rappelle qu'il retourne en Algérie tous les ans, longuement, et qu'il reste en relation en particulier avec ce milieu des libéraux que l'on a quand même redécouvert en Algérie et en France. C'est-à-dire de gens à la fois européens et musulmans qui, dès le fiasco absolu de 1945, se sont interrogés sur l'Algérie future avec la possibilité de la coexistence de 2 communautés. Mais il était évident que pour ces libéraux-là, c'était sur la fin du système colonial, c'est-à-dire la citoyenneté égale pour tous les résidents en Algérie. Et de ce point de vue-là, on ne peut pas parler Algérie, on ne peut pas dire que Camus est pour l'Algérie française, dans la mesure où il dit partout que le temps des impérialismes est terminé. Donc, il s'en est fini du colonialisme. Et s'il y a une solution avec 2 communautés sur la terre algérienne, c'est sur une base d'égalité, c'est-à-dire tout autre chose que le colonialisme. Et je voudrais rappeler que le jour
de l'appel pour une trêve civile en 22 janvier 56, d'abord c'est ses amis qui l'appellent. Lui, il n'avait pas du tout envie d'y aller. C'est pas Zorro, j'arrive et vous allez voir, je vais tout régler. Hein. Il ne voulait pas y aller. On a publié tout le dossier de cette... bon, il y va parce que ses amis disent il y a une petite fenêtre, si Guy Mollet arrive au pouvoir, peut-être qu'on peut arriver à des négociations. Et s'il pouvait y avoir une trêve civile pour que des négociations puissent s'ouvrir, ce serait... Bon, donc il y va. Et il se rend compte tout de suite que ce sera un échec. Mais les futurs gens de l'OAS, ils crient Camus au poteau. C'est-à-dire que Camus, ce jour-là, et pas seulement ce jour-là, est vécu par les tenants de l'Algérie française comme l'ennemi à abattre. Je crois que c'est incroyable que l'on puisse dire qu'il aurait eu des positions OAS, alors qu'en 56, il est conspué par cette foule. Hein. Ce n'était pas qu'être OAS que de dire Algérie française. C'était un sentiment partagé, y compris par des gens qui n'ont pas versé dans le terrorisme de l'OAS par la suite. Vous avez tout à fait raison de me reprendre là-dessus. J'aurais dû m'en tenir à ces positions, les positions Algérie française qui étaient défendues, j'allais dire, sur la place du gouvernement. C'était des gens qui conspuaient Camus. Ce jour-là, c'était très clair, et Mendès France au poteau également. Alors, qu'ensuite, il était méfiant depuis longtemps, et cette position, il la partageait avec Mouloud Feraoun. Vous le savez comme moi, dans son journal, Mouloud Feraoun est extrêmement circonspect par rapport à l'évolution du FLN, et ce que Camus et d'autres chez les libéraux souhaitaient, c'était que dans les négociations, il n'y ait pas que le FLN, mais déjà la lutte à mort entre le FLN et le MNA, tout le monde le savait. Et donc, il y a une méfiance d'une Algérie sous l'égide du FLN, avec la dérive vers une Algérie qui serait tout sauf multiethnique, multiconfessionnelle, et une Algérie libre que beaucoup espéraient. Donc, effectivement, cette Algérie sous l'égide du FLN, il n'en voulait pas. Lucile Schmitt. Oui, je trouve ça vraiment passionnant que vous évoquiez la figure de Mouloud Feraoun, parce que on sait qu'il y a eu une discussion entre Camus et Mouloud Feraoun. Pardon, je crois que pour ceux de nos auditeurs les plus jeunes, ou ceux qui sont le moins intéressés par au courant, qu'on redise qui était Mouloud Feraoun. Alors, Mouloud Feraoun était un instituteur kabyle. Camus a fait sa connaissance au milieu des années 50, mais c'est devenu un très grand romancier. Et Le Fils du pauvre, c'est un des premiers classiques de cette littérature proprement algérienne du XXe siècle. Et il y a eu, même s'ils se sont peu vus, une grande amitié et une admiration réciproque, en même temps qu'un dialogue sans concession. Mouloud Feraoun disant à Camus « mais il n'y a pas d'arabe dans la peste », et Camus disant un Français d'Algérie ne peut pas parler de l'expérience du colonisé. Il n'y a que vous qui pouvez en parler. On ne peut pas en parler de l'extérieur. Écrivez. Et Mouloud Feraoun l'a fait magnifiquement. Qu'est-ce que c'est qu'être le fils du pauvre dans une Algérie coloniale? Mais d'autres, bien sûr, l'ont fait en même temps que Mouloud Feraoun. Donc, Mouloud Feraoun, un très grand romancier, il faut lire Le Fils du pauvre, entre autres. Alors, Lucile, votre question. Oui, moi, je voulais d'abord dire que je regardais Mouloud Feraoun, qui a fait un témoignage poignant après la mort de Camus dans cet accident de voiture, en fait, où il dit évidemment, Camus est un écrivain algérien. Alors, il le dit aussi dans l'émotion du fait que Camus soit mort prématurément. Et je voulais vous interroger justement sur le fait que Camus a dit peu de temps avant de mourir qu'au fond, il était en train de commencer son œuvre. C'est-à-dire que il a dit, au fond, on parlait de ses cycles, de cette manière d'écrire, et qu'au fond, il était en train de commencer peut-être ce qui lui tenait le plus à cœur. Et il se trouve qu'il était en train d'écrire ce roman, Le Premier Homme. Donc, une écriture effectivement très différente, comme l'évoquait Marc-Olivier Padis, par rapport à l'écriture philosophique. Je me demande s'il n'y a pas aussi un sujet par rapport à Camus sur l'incompréhension qu'il a pu déclencher, sur le fait qu'il avait une multiplicité de personnages. C'est-à-dire que écrire de la philosophie, ce n'est pas de l'écriture romanesque, ce n'est pas littéraire. Être une personne engagée politiquement dans la résistance, ça ne signifie pas appartenir ensuite à une idéologie ou à un parti politique. On fait face à la guerre, on fait face à l'injustice, on fait face au fait que les innocents meurent. Et je crois que lorsqu'il se lève par rapport au massacre du Constantinois, c'est aussi cela qui l'habite, c'est le sentiment de lutter contre l'injustice. Et en ce sens, je voulais vous interroger sur la manière dont, quelque part,
Camus échappe aux catégories qui sont les nôtres, un romancier, un philosophe, une personne qui suit un parti politique ou qui suit une idéologie. Est-ce qu'il n'y a pas dans cette pluralité des visages de Camus quelque chose qui a pu aussi lui nuire par rapport à la compréhension de ce qui lui tenait à cœur? Évoquons aussi, peut-être dans votre réponse, c'est beaucoup de choses, mais ces articles écrits Misère de la Kabylie en 1939, parce que là, quand on regarde ces articles, on s'aperçoit qu'il y a une écriture qui est extrêmement puissante déjà, qui n'a rien de philosophique, et qui n'est pas celle du simple reportage, qui dévoile, à mon sens, comme dans Le Premier Homme, une espèce d'attachement viscéral aux complexités de cette terre algérienne et à la façon dont la pauvreté y est habité aussi par une capacité... Enfin, c'est différent d'être pauvre en Algérie, compte tenu de ce qu'est l'Algérie, dans sa beauté, dans son intensité, me semble-t-il, que d'être pauvre ailleurs. Agnès Piquet. Vous dites beaucoup de choses. Alors, c'est vrai que Camus ne se range pas dans nos catégories. Mais quand j'ai enseigné la littérature au lycée très longuement, Diderot, il était dans les livres de littérature. Or, c'est un philosophe. Je veux dire, il y a une philosophie à la française où le départ entre écriture philosophique, écriture littéraire est extrêmement compliqué. Et tous les professeurs de lycée se heurtent à cette question-là. Mais ils ne se heurtent pas parce que pour les jeunes gens, c'est des textes. Et je suis tout à fait d'accord avec l'idée que l'écrivain est présent des Misères de la Kabylie, mais il est présent aussi dans les éditos de combat. C'est-à-dire qu'il y a une unité de l'écriture, même si Camus est un assez grand artiste pour savoir que l'outil du langage doit s'adapter à ce que l'on veut dire. Quelquefois, on dit l'écriture de Camus, c'est une écriture blanche. Mais ceux qui disent ça, c'est pas possible. Ils n'ont pas lu L'Étranger. Même dans L'Étranger, il y a des phrases immenses avec des métaphores au moment du meurtre ou à la fin. Il n'y a pas une écriture de Camus, mais il adapte. Mais je pense qu'il y a cette maîtrise de l'outil littéraire. Je crois qu'il était... Enfin, je crois pas. Vous connaissez sa phrase. J'ai une patrie, c'est la langue française. Il a un amour de la langue et il l'adapte. Donc, pour moi, il n'y a pas de... Il n'y a pas de différence. Hein. Alors, effectivement, philosophie, littérature, c'est dans le même souffle parce qu'il s'agit des mots. Alors après, effectivement, il faut relire le discours de Suède et surtout l'artiste est embarqué comme les autres. Or, l'artiste, s'il veut ramer comme les autres, comment il rame? En écrivant, voilà. Mais c'est sa manière d'être engagé. Donc je pense que sous le signe de l'écriture, il y a une unité, mais profonde, de Camus, de tout ce qu'il a écrit. Alors, je reviens à votre première question. Oui, bien sûr, Camus est un écrivain algérien. Il dit qu'il est, vous l'avez dit dans votre introduction, il dit qu'il est algérien à une époque où, encore une fois, les Français d'Algérie se disent algériens, mais moi je n'ai aucun problème, je vais très souvent en Algérie et j'aime beaucoup ce pays, à dire, mais Camus est un écrivain algérien. Mais il est aussi un écrivain totalement universel. Et puisqu'il écrit en français, on peut dire aussi que c'est un écrivain français. Et alors, mais qu'il soit revendiqué là-bas en Algérie comme écrivain algérien, me paraît magnifique cadeau qui lui est fait et qui est parfaitement dû. Voilà. Un écrivain algérien pour les Algériens aujourd'hui, puisque vous allez souvent en Algérie. Il le revendique avec ce que vous avez rappelé, à savoir la grille de lecture qu'ils ont de la position de Camus sur l'indépendance algérienne, avec l'idée d'un angle mort dans la réflexion de Camus, et il déplore cet angle mort. Mais combien j'ai entendu d'écrivains dire que l'écriture de Camus, en particulier par exemple sur Tipaza, ils disent mais on le lui envie d'une certaine manière. Tipaza ne peut pas le dire. Alors peut-être qu'on peut le dire autrement en arabe, mais en français, ils reconnaissent tous, et même des générations de lycéens ou de jeunes étudiants qui ont lu Camus disent « Ah bah c'est un grand écrivain, ah bah oui, mais il n'a rien compris à l'indépendance. » Ok, mais il est reconnu comme écrivain algérien. Moi, je n'ai pas de problème à le dire. L'angle mort, je m'arrête parce que lorsque Akram vous a posé tout à l'heure la question de savoir si il était concevable de dire que Camus était pour l'Algérie française, vous lui avez répondu « Camus était pour
une absolue égalité entre musulmans, kabyles et entre l'ensemble des habitants de l'Algérie, quelle que soit leur origine et leurs relations. Mais l'angle mort, est-ce que c'est de ne pas savoir s'il était pour cette égalité absolue à l'intérieur de la France ou à l'extérieur de la France? Ah non, c'est pas ça l'angle mort. L'angle mort, c'est que il n'a pas forcément perçu la force du sentiment indépendantiste depuis les années 30. Il a bien vu que la France était en train d'échouer complètement, de passer à côté de toutes les occasions, depuis le plan de Blum-Violette jusque les mesures de 45, que tout arrivait toujours trop tard et que de toute façon la France, à la fois les Français d'Algérie, mais aussi la classe politique en France, le plan Blum-Violette n'a même pas été discuté à la Chambre. Dites un mot, s'il vous plaît, du plan Blum-Violette. Mais je vous l'avais dit tout à l'heure, c'est pour ça que je le redis. Je n'ai pas suffisamment explicité. C'est ce plan dont vous aviez parlé qui, en 30... Alors là, vous me rappelez la date 36 voulait élargir un tout petit peu la citoyenneté à certains musulmans. Ça aurait donné la citoyenneté à quelques dizaines de milliers, pas plus, alors qu'il y avait à ce moment-là des millions. On n'était pas encore aux 8 ou 9 millions de la fin des années 50. Quelques dizaines de milliers, eh bien, ça a soulevé un tel tollé que ce projet, si minime qu'il soit, n'a pas été discuté à la Chambre. Alors, Camus, non, n'a pas hésité sur ce que devait être l'égalité. Il a vraiment parlé de cette justice. C'est vrai qu'il plaidait pour un système, la Commonwealth, vous l'avez dit aussi, un système de peuplement fédéré, mais sur la base d'une égalité, d'une citoyenneté de tous les gens habitant là, et habitant sur la terre algérienne. Et donc, s'il y a eu un angle mort, c'est sur ce sentiment très fort de l'indépendance dont il n'a peut-être pas pris totalement la mesure, peut-être parce qu'il n'était pas assez souvent en Algérie, je ne sais pas. Akram Belkaïd. Toujours des questions un peu épineuses, mais on reste dans l'angle mort. Alors, on aime Camus quand on le lit dans La Peste, quand on lit son théâtre, quand on lit ce qui est venu dans le cycle de la Révolte, mais je vous avoue que la lecture de l'étranger est un supplice. C'est un supplice dans la mesure où, je rappelle pour nos auditeurs qui ne l'ont peut-être pas lu, il y a des personnages sans nom. Vous avez dit tout à l'heure que Mouloud Ferraoun avait reproché à Camus l'inexistence d'Arabes dans La Peste. Dans l'étranger, il y a des Arabes. Et d'ailleurs, il y a un Arabe qui est tué. Et ces Arabes n'ont pas de nom. Et ça, c'est un grand mystère pour moi. Parce que si je compare, par exemple, avec une littérature... alors, je dirais pas que c'était la même chose, mais si je compare avec une littérature sud-africaine, de blancs sud-africains, André Brink, par exemple, les Noirs ont des prénoms, ont des noms, ont des vies. Et cette question de... Alors, je sais que vous avez dit que... sans me tromper, je me trompe peut-être, mais vous avez dit que l'étranger était un réquisitoire contre la peine de mort. Ce n'est pas que cela. Oui. Mais oui, ça l'est aussi. Et c'est très étonnant que finalement, le personnage choisi ne soit pas justement un miséreux. Parce que justement, c'était, si on parle d'injustice, de peine de mort, c'est à ces gens-là qu'elle s'appliquait avant tout. Et pour finir, il y a quelque chose qui est toujours très très étonnant dans ce roman, dont les détracteurs d'ailleurs disent souvent que c'est une longue nouvelle. Je ne sais pas ce que vous en pensez en tant que spécialiste de littérature, mais c'est le fait qu'en contexte colonial, un Européen puisse être condamné à mort pour le meurtre d'un Arabe. C'est assez étonnant, parce que Camus se base visiblement sur un fait divers qui était arrivé à Oran, mais qui n'a pas connu la même, conclusion. Voilà. Alors, là aussi, il y a beaucoup de choses à vous répondre. Je commencerai par la fin. Récemment, un ami historien a regardé tous les procès pour assassinat
d'un Arabe par un Européen, toujours, il y a eu les circonstances atténuantes et donc jamais de condamnation. Jamais. Camus le sait. Il a assez suivi les procès quand il était à Alger républicain pour le savoir. Donc, il est évident qu'il veut que la peine de mort intervienne, puisque avant, il avait écrit quelque chose qu'il n'a pas publié, qui s'appelle La mort heureuse, mais qui a été publié depuis. Et dans La mort heureuse, il y a aussi un assassinat, sauf que Meursault, le personnage Patrice Meursault, n'est pas du tout inquiété parce que l'assassinat a pu être tout à fait déguisé en suicide, et que, capital, la victime est un Européen. Zagreus est un Européen. Autrement dit, Camus fait, quand il laisse La mort heureuse en disant « ce roman n'est pas bon et je n'arriverai pas à le réécrire, je fais tout autre chose », il ne fait pas tout autre chose, mais Meursault devient Meursault. Bon. Zagreus, l'Européen qui a un nom, devient un Arabe qui n'a pas de nom, et Meursault, lui, est affronté à la peine de mort. Les trois changements sont essentiels. Et je pense que Camus s'empare volontairement de la question algérienne et de la question coloniale. Parce que dans ce qu'il dit ici, c'est la réalité coloniale, à savoir que dans le système colonial, effectivement, les Arabes n'ont pas de nom, ou bien on leur donne n'importe quel prénom, toujours le même, si c'est... bon, tous nos amis nous l'ont expliqué. Je signale que les juges ne s'intéressent absolument pas non plus à la victime et qu'on pourrait entendre au moins une fois dans l'enceinte du tribunal le nom de la victime. Jamais. Bon. Camus s'empare de la question coloniale en disant, dans le système colonial, effectivement, les Arabes sont totalement anonymisés et ne comptent pas. Alors vous allez me dire, pourquoi faut-il qu'ils meurent? Mais tout simplement, c'est ça la situation coloniale. C'est que en situation coloniale, toute rencontre entre un Européen et un musulman est potentiellement mortifère. Qu'est-ce qui fait que Meursault tire le premier coup? On parlera des 4 autres après. C'est que les 2 Arabes sont dans le lieu, le locus amoneus de la plage, c'est-à-dire l'endroit où il y a une source et ils ont la tête à l'ombre. Alors que Meursault vient de retraverser pour la 3e fois avec des cymbales dans la tête, sur la tête, tellement il fait chaud, et il va vers ce lieu heureux. Hein, et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, un couteau et un revolver, et la mort. C'est-à-dire que c'est cela la situation coloniale, mais c'est toute l'Algérie qui est le locus amoneus, pour lequel on peut se tuer dès que l'on est affronté. Et Camus dit cela. Et il faut jamais oublier la fin de la première partie de L'étranger. J'ai compris que j'avais détruit l'équilibre du jour. Alors, j'ai tiré encore 4 coups, et c'était comme 4 coups brefs que je frappais sur la porte du malheur. Meursault comprend quelque chose, c'est la première fois dans le roman qu'il dit « j'ai compris ». Il comprend quelque chose, il comprend qu'il a détruit quelque chose. Et que, détruisant quelque chose, s'il frappe à la porte, c'est pour entrer. Il doit entrer dans le malheur. C'est-à-dire que l'innocence en système colonial n'est pas possible. On est toujours dans le malheur parce que la situation coloniale est potentiellement mortifère. Pour moi, c'est ça. Et je ne suis pas la seule du tout, mais c'est ça la signification de cet assassinat. Marc-Olivier Padis. Je voudrais prolonger sur L'étranger parce que c'est une lecture, un commentaire tout à fait convaincant, à quoi on peut quand même rajouter peut-être, même si c'est des remarques, d'abord que c'est un roman à la première personne. Et donc, il n'y a pas de narrateur qui refuse de donner un nom. C'est le personnage lui-même qui dénie ce nom. Et donc, la question, c'est qu'est-ce qui se passe dans la conscience du personnage? Or, on ne sait pas vraiment ce qui se passe dans la conscience du personnage, puisqu'il est étranger, au sens peut-être étranger à lui-même, étranger à la compréhension du monde. Et là, on se heurte au fait que on a affaire à un roman à thèse, ce qui est aussi compliqué. C'est une thèse sur l'absurde. Alors, vous en faites une lecture, c'est pas une thèse sur la situation coloniale, enfin peut-être, parce que vous êtes assez convaincante, mais dans le cycle de l'absurde, c'est une thèse sur l'absurde.
et donc sur l'impossibilité pour le personnage de comprendre la situation dans laquelle il est. Donc de tirer des conclusions politiques ou de plaquer des conclusions politiques sur un roman de cette nature, c'est assez compliqué. Enfin, il y a un travail d'interprétation qui est assez difficile. Mais c'est vrai que Kamel Daoud a écrit tout un roman justement pour contester ou pour compléter la lecture de... Enfin, le roman de Camus, donc un roman où Kamel Daoud prend la place du frère de l'arabe qui a été tué, et donc pour redonner tout le contexte. Donc c'est un débat qui est très vivant dans le contexte algérien, évidemment. Alors, oui, je vais commencer par Camus, puis après on viendra à Kamel Daoud, si vous voulez, parce que c'est évidemment essentiel. C'est un roman à la première personne, mais c'est une Algérienne qui me disait comment voulez-vous que Meursault y connaisse le prénom de l'arabe ? Raymond, son pote, c'est lui qui a eu maille à partir avec le groupe. Raymond est tellement raciste que le prénom d'un arabe, ça lui... Pourquoi Meursault le saurait-il ? La simple logique narrative fait que il n'a aucune raison de connaître le prénom des deux arabes qui sont là, qu'il a d'abord vu dans un groupe de 5. Bon, ce sont les arabes, voilà. Et il n'y a pas de réflexion chez lui du genre c'est qui cet homme ? Peut-être que ça vient après quand il est en prison, mais effectivement, ça, on ne le sait pas. Mais sur le moment, il ne tire pas sur quelqu'un qui, pour lui, est nommé. Parce que, il n'y a qu'à lire tous les passages qui précèdent avec Raymond. Raymond dit j'ai eu des ennuis avec un groupe d'Arabes. Voilà. Donc, il y a une logique narrative, déjà. Bon. Maintenant, vous dites, et vous avez raison, bien sûr, c'est le roman de l'absurde. Je pense que quand on regarde de près, Meursault est quelqu'un qui a entériné une fois pour toutes l'absurde. Rien n'a de sens. Et c'est pas quelqu'un qui se pose la question. Est-ce que rien n'a de sens pour lui ? C'est une affaire réglée. Rien n'a de sens. Alors à partir de là, qu'est-ce qu'on fait ? Et c'est tout cela qu'il dit à l'aumônier à la fin. Il ne dit pas « je me pose la question ». Il dit « non, rien n'a de sens ». Pourquoi ? Parce qu'il y a la mort au bout. Et c'est distillé dans toute la première partie, dans ses réponses à ses différents interlocuteurs. Alors, vous dites, j'ai eu des débats passionnants avant qu'il ne soit très célèbre avec Kamel Daoud en 2014-2015. On a eu plusieurs débats ensemble et c'était passionnant. Il adore Camus, il le connaît. Je lui ai dit, de toute façon, vous avez réécrit La Chute parce que c'est le même dispositif. Un vieil homme, le frère de l'arabe tué, raconte son chemin. Et ce chemin est l'envers exact de celui de Meursault, puisque lui, il a tué un Français en pleine nuit. Bon, donc il y a une sorte d'inversion. Mais il raconte, donc je lui ai dit, mais il me dit évidemment que j'ai refait. Alors j'ai dit, mais vous vouliez essentiellement démonter l'étranger. Il dit non, ma porte d'entrée dans Camus et dans mon roman, c'était cette anonymisation coloniale, anonymisation du colonisé. Et on le voit partout. Et il cite Vendredi, dans Defoe, etc. Bon, et il dit, voilà. Mais c'est pas contre Camus, mais il dit, ce que je voulais, c'était traverser ça pour parler de quoi ? Pour parler de l'Algérie aujourd'hui. Enfin, l'Algérie des années 90. Et là-dessus, la seconde partie du roman est tout à fait extraordinaire. Donc, refaire La Chute pour traverser l'histoire de l'Algérie depuis l'indépendance jusqu'à l'Algérie de la décennie de terrorisme, chapeau. Et puis ça, avec un talent d'écrivain absolument immense. Kamel Daoud est un très grand. Lucille Schmitt. Oui, moi je trouve que la discussion qui s'est enclenchée à partir de l'intervention d'Akram Belkaïd est vraiment intéressante parce que je pense il est difficile lorsqu'on est algérien, même lorsqu'on n'a pas vécu l'indépendance, de ne pas être révolté au fond par la façon dont Albert Camus n'a pas choisi son camp jusqu'au dernier moment. Je pense que vous disiez au fond, il n'a pas senti la force du sentiment d'indépendance. C'était possible de ne pas le sentir. Je ne sais pas, dans les débuts des années 50 peut-être, mais en 1957, lorsqu'il est interpellé, vous le savez, lors de cette réception du prix Nobel de littérature, et lorsqu'il est interpellé, sans doute ne le pensait-il pas, hors de France, par un jeune Algérien,
qui appartient à un groupe de jeunes Algériens qui sont venus et qui l'interpellent avec colère, je dirais même virulence. Dans sa réponse, qui n'est pas seulement de parler de sa mère, mais dans sa réponse, il y a aussi un mouvement de recul avec l'idée dans la forme, pourquoi est-ce que je suis interpellée avec autant de violence ? Sans doute, lui-même ressent-il comme une injustice le fait d'être qualifié comme, au fond, un colonisateur, si je résume les choses d'une façon un peu grossière. Et donc, je crois qu'il y avait aussi une volonté, je ne sais pas si c'est de ne pas voir, mais certainement de ne pas prendre parti, c'est un peu ce qu'il dit, mais ne pas prendre parti tout en ayant cette espèce de vocation à décrire l'Algérie, à dénoncer l'injustice, à dénoncer les errements de la France et l'incapacité, au fond, à faire politique par rapport à cette injustice sociale. Est-ce que c'est pas prendre parti ? Je suis pas en train de dire qu'il a eu tort, mais il y a à ce moment-là, en 1957, un moment qui est un moment qui n'est pas littéraire, qui n'est pas dans l'absurdie, qui n'est pas dans la politique, qui est une espèce de confrontation presque physique avec un jeune Algérien. Et je trouve que c'est un moment... Enfin, j'aimerais que vous nous en parliez. D'accord. Agnès Pickel. Alors, d'emblée, vous avez dit la chose juste, il n'a pas choisi son camp. Et je reviendrai à 2007 et à la justice et à la mer, mais je voudrais vous donner un témoignage très direct. On a fait en 2006 un colloque à Tipaza et Alger. C'était le premier grand colloque très officiel de l'université d'Alger après la décennie de terrorisme. Et la dernière, je me souviens encore, on était à la fac des lettres, et un écrivain algérien, et je m'en veux de ne pas avoir gardé son nom, est venu faire ce témoignage absolument bouleversant. Quand j'avais 17 ans, je lisais Nos à Tipaza. Quand j'ai eu 20 ans, on m'a dit Camus est un ennemi politique. J'ai dit c'est un ennemi. Et puis j'ai traversé les 10 ans de la décennie noire, avec d'un côté les islamistes et de l'autre côté le gouvernement. Deux camps auxquels je ne pouvais pas, ni l'un ni l'autre. On ne pouvait pas choisir son camp. Et on s'est fait tuer ou on est parti en exil. Et il dit, j'ai compris Camus ce jour-là. C'est tout ce que je peux vous dire sur il n'a pas choisi son camp. Parce que les deux camps étaient pour lui impossibles. Entre la justice et ma mère, je choisis ma mère. Mais c'est quoi sa mère ? Parce que vous dites, effectivement, il y a eu l'émotion. Mais c'est un sujet sur lequel il avait réfléchi. Dans les carnets, on le voit bien, la justice et la mère. C'est-à-dire, c'est la mère ici, et on le voit dans Le Premier Homme, elle incarne tout ce que l'histoire broie. Hein, et une justice qui passe par les bombes, et la justice est du côté du FLN, mais si ça passe par les bombes, et c'est tout le procédé juste par les bombes dans les autobus, eh bien, cette cause-là se déshonore. Il faut relire les Justes. Vous avez dit tout à l'heure, je ne sais plus lequel, que c'était trop... Les Justes, j'ai entendu des salles entières vibrer à ce texte-là, vraiment. Hein. C'est un texte très fort sur la question du terrorisme, avec une cause qui utilise ce genre de moyens pour avancer, elle se déshonore. Et c'est le débat des révolutionnaires de 1905, des révolutionnaires, des anarchistes russes. Donc, la mère, s'il choisit sa mère, c'est pour dire on ne peut pas arriver à la justice en Algérie, et c'est là qu'il faut aller, on ne peut pas par ces moyens-là. C'est-à-dire qu'un moyen non éthique, et c'est tout le débat avec Sartre, et Sartre n'a pas tort quand il dit, et des amis qui étaient au FLN, Alice Cherki, pour ne pas la nommer, qui est une amie que j'admire profondément, elle était au FLN quand elle avait une très vieille dame maintenant, elle me disait, mais on ne l'aurait jamais eu, notre indépendance, s'il n'y avait pas eu ces moyens-là, s'il n'y avait pas eu les bombes dans les... Eh bien oui, mais il faut peut-être aussi une voix éthique qui de temps en temps dit, non, ces moyens-là, c'est pas possible. Maintenant, et évidemment, quand Sartre dit, il faut tout mettre en œuvre pour libérer les colonies, libérer la classe ouvrière, tout ce qu'on dit, oui, il a raison en termes d'efficacité. Camus se pose en termes d'éthique. Alors, on peut ne pas être d'accord avec son choix, mais son choix est profondément éthique. Et ça n'est pas qu'une erreur politique. C'est tout ce que je veux dire. Akram Belkaïd. Oui, rapidement, je voulais juste signaler que le dessinateur Jacques Ferrandez, oui, qui a adapté beaucoup d'œuvres de Camus, dans sa BD, dans son roman graphique L'étranger, lui donne un prénom
à la mauresque, celle qui est Oui. responsable de tous les malheurs. Et j'ai trouvé ça très intéressant, parce qu'il a compris que dans la structure du récit, il fallait qu'un prénom arabe apparaisse. Voilà, il l'a fait, j'avais correspondu avec lui, il l'a fait avec l'accord de la famille de Camus, etc. Moi, je voulais vous demander quelle filiation vous voyez en termes de courant littéraire contemporain avec Camus aujourd'hui. Parce que j'ai vu une de vos déclarations sur le fait que vous dites que tout le monde parle de Camus, tout le monde s'en sert, mais qu'en réalité, peut-être que peu de gens l'ont lu. Hein, enfin, je schématise. Oui. Mais enfin, voilà. Donc, on voit bien que Camus est agité à tout moment. Je suis plus, et je tiens à le dire, je suis plus réservé à l'égard de l'usage que font de Camus nombre de mes compatriotes intellectuels, écrivains, qui ont très bien compris que ça peut être un excellent viatique pour se faire un nom dans les milieux d'édition en France. Mais qu'en est-il aujourd'hui des courants littéraires contemporains en France ? Alors, en France, oui, c'est pas en Algérie. Non, je ne parle pas de l'Algérie. Non, parce que c'est vrai que dans le sillage de Kamel Daoud, j'ai reçu un nombre de manuscrits. Même avant, hein, je le signale. Oui. Je signale que des variantes sur la rencontre avec la famille de Meursault, etc. et tout, il y en a eu aussi. Il y en a eu, voilà. Mais je veux dire, comme partout, est-ce qu'on est un bon écrivain ou pas, quoi ? Et il y a des tentatives là qui sont assez tristes et d'autres qui sont tout à fait intéressantes. Bon, mais c'est pas la question que vous posez. Je n'ai pas de réponse. C'est-à-dire que je ne vois pas actuellement qui a cette variété d'écriture que vous souligniez tout à l'heure, madame. Donc, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est qu'effectivement, j'ai dénoncé ceux qui se servaient de Camus, mais je pensais plutôt au discours très officiel. Il y a beaucoup de gens qui le lisent et qui le lisent vraiment. Hein, et il suscite, là, je peux en témoigner, il suscite un intérêt très profond chez des jeunes et chez des moins jeunes. Je fais beaucoup de conférences qu'on appelle grand public et c'est tout à fait étonnant. Et les jeunes générations dans les lycées, ça marche très, très, très fort. J'ai plein d'amis qui mettent du Camus, et pas seulement L'étranger et la peste, mais par exemple, être un ami allemand. J'ai une copine qui met ça au programme de terminale, chapeau. Donc Camus, on peut s'appuyer sur lui, sauf que je refuse qu'on dise voilà ce que Camus aurait dit aujourd'hui. Non, ça me paraît totalement absurde. La situation est totalement différente. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il a défendu un certain nombre de valeurs. Je ne dis pas de sens, mais de valeurs, et qu'on peut se poser la question. Par exemple, la question de la violence révolutionnaire, il l'a posée très loin. Bon, mais c'est tout. Est-ce qu'il serait du côté de Médecins sans frontières ? Est-ce qu'il serait du côté... Je n'en sais rien. Maintenant, on me dit, de toute façon, il serait forcément écolo. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est... oui, et oui, parce que j'ai fait un topo sur comment il parle de vivre le monde, dire le monde. Et donc, bon, voilà, c'était un peu poétique, et tout le monde m'a dit, il est complètement écolo. Je suis où ? Bon, mais non, je ne sais pas qui... Je pense que les seuls écrivains qu'on peut mettre dans le sillage de Camus, c'est ceux qui portent ce souci de la variété et ce souci de l'universel, et qui se refusent absolument à prostituer les mots. Et ça, je crois que ce soit du côté journalistique, que du côté politique, que du côté littéraire, Camus... pour s'inscrire dans le sillage de Camus, il faut refuser absolument toute prostitution des mots. Et il y a assez de gens qui sont des journalistes ici pour savoir de quoi je peux parler. Voilà, c'est tout. Alors, si vous voulez bien, est-ce que je peux revenir sur Kamel Daoud ? Oui, revenez. Nous sommes dans les dernières minutes de conversation. Mais alors, j'en avais parlé assez tout à l'heure. Non, je veux laisser les questions. Je ne vous laisserai pas partir avec un remords. Revenez non, il n'y a pas de remords, parce que je m'aperçois maintenant que je l'ai écrit en gros, mais qu'en fait, j'ai répondu tout à l'heure à madame. Oui. Donc, non. Alors, la place pour les dernières questions. J'ai une question qui est presque anecdotique, mais j'ai dit tout à l'heure de la société des Amis de Camus, c'est 24 pays, 5 continents. Est-ce que le Camus algérien est aussi présent dans la manière dont dans ces 24 pays et sur ces 5 continents, on s'intéresse à son œuvre ?
Alors, d'abord, c'est la Société des études camusiennes. Bon, je me permets de... Oui, voilà. Non, il n'y a pas de groupement de la Société des études camusiennes actuellement en Algérie. Il y en a en Tunisie, mais c'est autour de certains chercheurs. Là où des groupes sont constitués, c'est quand il y a, au Japon, aux États-Unis, en Angleterre. Maintenant, il y a une université chinoise qui commence à être un centre. Mais je dirais qu'en Algérie, pour le moment, c'est moi qui vu la multiplicité des rapports que j'ai et comment ça s'est fait, c'est que à partir de 2004, j'ai été dans l'école doctorale algéro-française. Et donc, pendant 15 ans, j'ai formé des futurs docteurs en langue et littérature française qui maintenant sont dans toutes les universités algériennes et avec qui j'ai gardé des liens d'amitié très, très forts, en particulier avec les femmes, mais pas seulement. Ils n'ont pas forcément fait des thèses ou des mémoires de master sur Camus, mais voilà, je reste en lien avec eux. Donc, ils savent que je travaille sur Camus et je peux donc voir un peu comment ils en parlent, mais ma présence en Algérie n'est pas liée qu'à Camus. Cela dit, c'est moi qui fais le lien, par passion. Akram Belkaïd. Juste une question, je sais, parce que c'est un débat qui a agité à un moment donné le monde culturel en Algérie, donc vous connaissez l'Algérie. Je voudrais évoquer un grand écrivain algérien, à mon sens, dont on avait pensé qu'il aurait le prix Nobel de son vivant. Je pense à Mohamed Dib. On parle beaucoup des relations entre Camus et Mouloud Feraoun, entre Camus et Kateb Yassine, qui étaient bien plus tendues. Hein. Mais ma question est très simple. Camus a-t-il, puisque Dib était son aîné, y a-t-il un lien, y a-t-il une inspiration, y a-t-il des convergences en matière de récits, d'approches littéraires ou pas? Voilà. Alors, ils se connaissent, vous le savez. Ils étaient à Sidi Madani, dans cet endroit où il y a eu cette expérience de rencontre entre des écrivains français et des écrivains algériens. Donc, on pourrait dire... Mais je ne sais pas s'il y a il y a sûrement des convergences, dans la mesure où tous les deux prennent l'écriture. Je suis sidéré, moi, de la richesse d'écriture de Dib. Et je trouve, de ce point de vue-là, qu'il y a cette espèce de souci très, très haut et très fort de l'écriture et le refus de s'installer. Il aurait pu s'installer dans une forme de roman à la suite de cette trilogie. Il ne l'a pas fait, Dib. Il a inventé et inventé et inventé. De ce point de vue-là, pour moi, c'est tout simplement la convergence entre deux grands écrivains qui sont nourris de la même terre, évidemment, aussi, et qui s'admirent éperdument. Agnès Piquel, je vous remercie. Je signale que donc la Société des études camusiennes a un site sur lequel on peut retrouver un assez grand nombre de renseignements sur les travaux qui portent sur l'œuvre de Camus, et puis donc évidemment les œuvres dont on a parlé, celles de Camus, mais aussi celles de Mohamed Dib, celles de Kamel Daoud, etc. Merci beaucoup. Merci infiniment pour ce dialogue passionnant. Merci. Merci à vous.